Voici une nouvelle vidéo que je vais mettre sous une forme de d'inégalité triangulaire. Voilà. Bien sûr, je suis dans les complexes. Enfin, je suis en train de développer donc voilà, des petits développements comme ceci sur les nombres complexes, notamment au travers des inégalités que je classe assez souvent dans les inégalités triangulaires parce que elles interviennent dans les inégalités triangulaires. Soit ce sont des inégalités triangulaires proprement parler ou elles interviendront dans les inégalités triangulaires. Donc, je les utilise en tant que forme d'inégalité triangulaire qui vont rentrer dans une démonstration d'inégalité triangulaire. Voilà pourquoi j'appelle forme d'inégalité triangulaire. Donc, tout ce qui est forme d'inégalité triangulaire est une partie prenante pour une intervention dans une démonstration de véritable inégalité triangulaire. Ceci étant dit, là j'ai une quatrième forme d'inégalité triangulaire, bien ça n'en serait peut-être pas une, mais je peux vous dire bon, qu'elle va intervenir en tant qu'inégalité triangulaire dans la démonstration finale d'une inégalité triangulaire. Voilà, donc je vais la considérer comme forme d'inégalité triangulaire. Alors, dire comment est RZ par rapport au module de Z. Comment est l'imaginaire de Z par rapport à Z. Alors, je vais prendre le nombre complexe Z qui est A plus BJ. Voilà. Alors, son module, bon, c'est assez simple. Son module, c'est une distance euclidienne dans un plan. Donc, c'est A carré plus B carré. Bon, là, c'est du Pythagore. Hein. Bon, c'est une relation de Pythagore. Alors, pourquoi une relation de Pythagore? Et pourquoi une inégalité triangulaire? Ben, tout simplement, quand vous mettez, vous représentez dans un plan complexe, alors pour créer le plan complexe, vous avez un plan qui est défini. Dans ce plan, il suffit juste de poser voilà, un repère orthonormé, complexe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un repère orthonormé? Tout d'abord, un repère orthonormé, c'est qu'on a des perpendiculaires et qu'on a une norme. La norme ici, bon, on mesure unité, voilà, qui vaut une certaine mesure, mais alors vous devez prendre la même mesure pour 1J. La mesure que vous aurez à mettre entre 0 et 1J et 0 et 1, c'est la même mesure. Alors, vous mettez un repère orthogonal, donc perpendiculaire, et vous mettez bien sûr la partie réelle de Z voilà, sur l'axe des X, et la partie imaginaire de Z sur l'axe des Y. Et dès le moment où vous faites ça, ben, vous pouvez positionner un point, voilà, un point P qui est associé à un nombre complexe Z. Par exemple, ce point-ci, voilà, on aura A, et là on aura BJ. Voilà, BJ. Et alors, vous aurez qu'est-ce qui est créé en faisant ça? Ben, il y a plusieurs choses qui sont créées. Tout d'abord, il y a un repère orthonormé qui a été créé. Ça, c'est une chose. Vous avez bien vu que j'ai dû construire un repère orthonormé avec une éventuelle graduation. Ensuite, bien sûr, on définit un Z appartenant au nombre complexe, voilà, qu'on va mettre dans ce repère orthonormé, dans le plan qui contient le repère orthonormé. Et à ce moment-là, on aura un point, ce qu'on appelle un point. Et alors à ce moment, on a une liaison entre le point et le nombre complexe Z. On dirait que P est associé au complexe ZA plus BJ, et on dit que Z est la fixe de P. Je vous l'ai déjà répété plusieurs fois et je vous le répéterai encore. Et ce n'est pas encore terminé, parce que ici, on a l'origine O. Ici, c'est la lettre O. À ne pas confondre avec le nombre complexe, la valeur complexe qu'à l'origine. Alors, à l'origine, la valeur complexe vaut 0 plus 0j. Hein. Je ne viens pas de mettre O ici parce que ça ressemble à 0. Voilà, mais bon. En bleu, c'est O, la lettre O. Et en rouge, c'est 0 plus 0j. Donc, l'origine possède une valeur qui est 0 plus 0j. Alors, qu'est-ce que c'est que... Enfin, tout d'abord, le nombre complexe, il est
représentable par un point P dans le plan. Ça, c'est une chose. Et dès que vous avez fait ça, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a une valeur A comme ceci et une valeur P. Donc, on a quelque part des triangles rectangles qui vont apparaître. Et donc, on peut faire apparaître l'hypoténuse. Et effectivement, si à partir de l'origine, vous faites apparaître l'hypoténuse, vous faites apparaître un triangle rectangle. Vous faites apparaître un triangle rectangle. Voilà, vous faites apparaître le triangle rectangle. Alors, les points de ce triangle rectangle, bien sûr, ce sera l'origine. Là, je vais appeler le point A ici. Et on aura appelé, donc on a bien, vous voyez qu'on a bien un triangle rectangle. Triangle rectangle. Et on aura toujours des triangles rectangles, c'est évident. Parce que on aura toujours, comme on a un repère orthonormé, donc orthogonal, si on avait ceci, là, vous comprendrez que si je mets 1 et 2j, par exemple, voilà, je dois faire des parallèles, un jeu de parallèles. Le point P, là, on aurait 2j. Le complexe serait 1 plus 2j. 1 plus 2j. Mais la différence, c'est que, voilà, on n'a plus de triangle rectangle. Donc, pour avoir des triangles rectangles, il faut tout redresser. Avoir un repère orthonormé, orthogonal. Et là apparaît des triangles rectangles et plus des triangles quelconques. Parce que si vous faites la relation des triangles quelconques, là, pour avoir un triangle quelconque, vous allez avoir un triangle ici qui est un triangle quelconque. On aura O. Là, ceci. Ça, c'est un des côtés du triangle. Voici un deuxième côté du triangle. Et voilà le troisième côté du triangle. Et là, on a un triangle quelconque. Par contre, ici, on a toujours un triangle rectangle. Toujours. Parce qu'en fait, les axes sont perpendiculaires. Donc, tout est redressé. Donc, on a ce qu'on appelle des composantes qui sont, on va dire, parallèles aux axes. Et donc, on a des rectangles qui apparaissent. Hein. Alors, le rectangle, je vais vous montrer où est le rectangle. On aura toujours des rectangles, donc des triangles rectangles à l'intérieur de ces rectangles. Alors, là, on a... Oui, bon, ici, c'est vrai qu'il est où? Je m'excuse. Ici, je vais vous mettre le rectangle. Il est ici. Voilà. Qui dit rectangle dit triangle rectangle à l'intérieur. Ouais, parce qu'un triangle rectangle, c'est un triangle qui provient d'un rectangle, comme son nom l'indique, triangle rectangle. Voilà. Et alors, dès le moment où vous avez mis un point, ben, on peut définir une distance entre l'origine et le point. C'est ce qu'on appelle une distance euclidienne donnée par la relation de Pythagore. Pythagore avec le triangle rectangle. C'est un triangle rectangle. Parce que si vous faites avec le triangle quelconque, vous avez un cosinus qui intervient. Voilà, vous avez un cosinus qui intervient. Mais ici, c'est un triangle rectangle. Donc, on a racine carrée de a carré plus b carré. Donc, la distance euclidienne, voilà, est donnée par... quoiqu'ici, la distance, vous savez la trouver aussi. Hein, bon, on sait toujours trouver la distance, mais quand c'est dans un repère orthonormé, c'est beaucoup plus facile parce qu'en fait, on a une distance qui est... on sait trouver facilement la distance qui est racine carrée de a carré plus b carré. Voilà, c'est juste ça. C'est juste ça la relation, c'est assez simple. Et c'est pour ça qu'on utilise voilà, un repère orthonormé, c'est pour calculer plus facilement les distances, si vous voulez. C'est une des raisons. Une des raisons, c'est pour calculer, parce qu'il y a plusieurs raisons de l'usage d'un repère orthonormé. Mais une des raisons, c'est pour calculer plus facilement les distances. Voilà. Plus facilement, c'est-à-dire, bon, vous avez une relation simple, c'est ça que je veux dire de Pythagore. Bon, mais en plus de ça, regardez bien, c'est la distance par rapport à l'origine. Hein. Quand on dit distance, c'est la distance de O à P. Mais comme en même temps, donc, on a un point O, un point B, ben on peut fabriquer, je m'excuse, pas fabriquer, on peut former un vecteur, le vecteur OP. Et alors, la distance de O à P, mais c'est aussi le module du vecteur OP. Je m'excuse, la norme
la norme du vecteur OP. Voilà. Mais c'est aussi le module du nombre complexe Z. Dans ce cas-ci, c'est le module de A plus BJ, c'est-à-dire A carré plus B carré racine carrée. Voilà. Donc, ici, le module, il est assez simple à écrire. Il est assez simple à écrire. Bon, pourquoi? Parce que c'est une relation de Pythagore, vu qu'on est dans un repère orthonormé. Et bon, on a... bon, vous remarquerez que, autre chose, remarquez bien quelque chose ici, j'aurais pu écrire de façon généralisée. Donc, je reviens à ce que je disais. Après, je vais retourner à une autre marque. Je voulais dire que le point P est associé au complexe Z, A plus BJ, et que le vecteur OP est aussi associé au complexe. Hein. Il y a une relation entre le point, le vecteur et le complexe. Voilà, donc on a un vecteur associé. Alors, deuxième remarque que je voulais vous faire, c'est que A carré, en fait, c'est la partie réelle. C'est la partie réelle de Z au carré. Alors, B carré, qu'est-ce que c'est? C'est la partie imaginaire sans le Z. C'est la partie imaginaire sans le Z. Voilà, donc je peux écrire, attention dans ce que vous écrivez, le module de Z, c'est A carré, bien sûr c'est une racine carrée, hein, toujours, mais là vous devez mettre l'imaginaire de Z au carré, mais sans le Z, sans le Z. Attention à ça, parce qu'il n'y a pas de Z ici. Hein. B carré, c'est l'imaginaire de Z sans le Z. Sans le J, je m'excuse, sans le J. C'est l'imaginaire de Z sans le J, sans le... Voilà, bon, on dit J, oui, hein. Bon, moi ici j'ai choisi, voilà, l'imaginaire de Z avait voilà, une lettre J, et non pas I. Bon, parce que le complexe peut-être I ou J. Hein. Bon, moi j'ai choisi J pour le nombre, pour écrire un imaginaire. Donc, quand on écrit le module, c'est R carré, RE carré Z, plus imaginaire de Z au carré, bah, bien sûr, c'est sans le J. Et s'il y avait un I, ben, il n'y a pas de I sur l'imaginaire de Z au carré. Voilà. Alors maintenant, partons de ça. Alors, je vais faire aussi, par après, évaluer l'imaginaire de Z par rapport au module de Z. L'imaginaire de Z par rapport au module. Bon. Alors, dans tous les cas de figure, je vous ai dit que le Z, c'est A plus BJ. Donc, la partie réelle, c'est A. Et le module, c'est A carré plus B carré. Alors, on pourrait dire aussi que ce serait B par rapport, comment est B par rapport à A carré plus B carré. Bon. Alors, vous avez tout de suite compris que A est plus petit et peut être égal. Alors, quand est-ce qu'il est égal? Je vous prends un cas de figure qu'il est égal. Bon, je prends A vaut 2. Si vous prenez 2 au carré, 4 plus 3, voilà. Si je prends 3 au carré, ça fait 9. 4 plus 9, 14 c'est racine 13, je m'excuse. Ici j'ai pris 2 au carré, attention que j'ai pris 2 au carré. 3 au carré ça fait 9. Je vais le faire convenablement parce que sinon... Ah. Et ici on a 2, bien sûr c'est 2. Alors vous prenez 3 au carré, voilà, vous allez prendre la racine carrée. On a 4 plus 9, ben, ça fait la racine de 13. Vous aurez compris que 2 est plus petit que la racine de 13. Parce que 2 fois 2, ça fait 4. Est-ce que je raconte une bêtise? Je raconte une bêtise. Oui, oui, je peux mettre au carré. Hein. Regardez, je vais mettre au carré. Là, 4. Je mets au carré ici.
comment est 4 par rapport à 13? Mais 4 est plus petit que 13. 4 est plus petit que 13. Bon, on aura toujours, ça c'est normal, parce que A, si vous prenez A, enfin, pas toujours, parce qu'il y aura des cas de figure où ça sera égal aussi. Mais ça ne sera jamais plus petit. C'est ça que je veux dire. Ça ne sera jamais strictement plus petit. Bon, un cas de figure où ça peut être égal, si je prends B qui vaut 0 et A qui vaut 0, 0, 0 plus 0, voilà, ça c'est un cas de figure où vous aurez une égalité. Notre égalité, c'est avec 1, A égale 1 au carré ça fait 1, et 0 au carré ça fait 0. Donc on aurait une égalité. Donc on peut avoir une égalité aussi, hein. On peut avoir plus petit ou égal. Bon. Mais ce qu'on n'aura jamais, c'est que A sera jamais plus grand que ceci. Et alors, bon, je vais faire la démonstration que c'est la même chose, hein, c'est les mêmes démonstrations. Voilà. On n'aura jamais ceci. Ce cas de figure-là, n'existe pas. Voilà. Ce qui veut dire que ce cas-là, il n'existe pas non plus. Alors, pour vous prouver qu'il n'existe pas, on va faire la démonstration. Alors, je vous disais que c'est les mêmes démonstrations pour l'un ou pour l'autre. Je vais le faire avec RZ. Donc, vous pouvez le faire avec imaginaire de Z. Les démonstrations sont semblables. Alors, comment je vais faire la démonstration? Là, toute la question. Je vais faire un choix. C'est mon choix, comme on dit. C'est mon choix. Je vais faire un choix pour porter la démonstration vers quelque chose de simple. Alors, comment démontrer que RZ est, maintenant, je peux vous le dire, c'est plus petit ou égal à Z. Comment démontrer ceci? Alors, c'est vrai aussi pour l'imaginaire de Z. Hein. Ce sera, l'imaginaire de Z sera toujours plus petit ou égal au module de Z. Bon, ce sera toujours vrai. Voilà. Alors, comment démontrer ceci? Je vais prendre le point de vue ici et traiter ceci. Ce qu'on appelle une démonstration par l'absurde. Je vais prendre le cas de figure où A est plus grand. Et c'est absurde, hein, c'est une hypothèse absurde. C'est absurde. Je vais le faire par l'absurde. Racine carrée de A carré plus B carré. Bon. Ça veut dire que A carré est plus grand que A carré plus B carré. J'enlève A carré moins A carré, ça fait 0, plus grand que B carré. Est-ce que B carré est négatif? Est-ce que B carré, A carré, est-ce qu'il peut être négatif? Ben non. A carré n'est jamais négatif. C'est normal parce que l'hypothèse de départ est absurde. J'ai pris plus grand. Donc, si c'est absurde, ça veut dire que l'hypothèse de départ était absurde, et donc on a bien ceci qui prime, et donc on a RZ plus grand, plus petit ou égal à Z. Et on pourrait faire la même démonstration avec imaginaire de Z. Voilà, je vous remercie.